Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Si on commence à chercher les pépites qu'il faudrait exhumer, restaurer, il y en aurait comme ça des quantités astronomiques. Et The Swimmer en fait partie. Et jusque-là, c'est un film pas très connu, pour plusieurs raisons, on pourrait dire. La première, c'est que l'homme qui a fait ce film-là, Frank Perry, est un cinéaste qui n'est pas vraiment identifié par la critique. Sur les radars, on ne sait pas trop qui est Frank Perry. Alors, certains ont vu certains de ses films. Je pense à Doc Holliday, par exemple. Doc, en anglais, film avec Stacy Keach et Faye Dunaway, sur, évidemment, les rapports entre Doc Holliday et Wyatt Earp. Un film de 70 formidable, une sorte de western typique, alors pour le coup, du Nouvel Hollywood, un peu désenchanté, où Doc est un homme qui crache ses poumons, malade, alcoolique, fatigué, dans une ambiance extrêmement poisseuse. C'est vraiment un des films de la quintessence du western américain. C'est un film qu'il a réalisé en 70, d'ailleurs, après le film que vous allez voir ce soir. Et le reste des films qu'a tourné Frank Perry, hormis celui-là, d'ailleurs, Doc, qui est disponible en DVD, la plupart sont relativement peu connus. Son premier film date de 62, un film pourtant très très beau, qui s'appelle David et Lisa, avec Dustin Hoffman, mais que la plupart des gens ne connaissent pas. Il a tourné un film extrêmement étrange en 69 qui s'appelle The Last Summer, avec Barbara Hershey, sur la vie de trois jeunes dont le rapport un peu à la Jules et Jim se teinte peu à peu de perversité. Pareil, c'est un film que la plupart des gens ne connaissent pas, et je pourrais en citer comme ça beaucoup. C'est vrai que Frank Perry est quelqu'un qui n'a jamais réussi à faire le film qui le fait sortir du bois, si vous voulez, alors que en fait il l'a fait, ce film. C'est celui que vous allez voir ce soir. Mais on a dit la deuxième raison pour laquelle il est peu connu, c'est que The Swimmer est un film qui est mal sorti. C'est-à-dire que Jean-Paul disait que c'est un film qui date de 68, c'est-à-dire que 68 c'est la date à laquelle le film va sortir, mais il était réalisé en 66. Et c'est tout bête, mais ça compte. Vous savez, là, vous avez compris qu'aujourd'hui, ce soir était une soirée placée sous une nouvelle Hollywood. On revient un peu à ce qu'on faisait il y a 2 ans, et là, c'est un film qui participe évidemment de ce mouvement-là. Le problème, c'est qu'en 68, Nouvelle Hollywood est totalement installé et déjà actif. Plein de films sont en train d'être faits, la grande révolution du cinéma américain est en train de s'opérer. En 66, 2 ans plus tôt, c'est pas le cas du tout. En 66, c'est encore un moment un petit peu hésitant. Il n'y a pas eu Bonnie and Clyde, il n'y a pas eu The Rider, il n'y a pas eu La Horde Sauvage, il n'y a pas eu 2001, il n'y a pas eu La Nuit Mort Vivant, il n'y a pas eu tous le lauréat, tous ces films qui vont évidemment poser les bases du Nouvel Hollywood. En 66, on est un peu avant, et c'est un moment hésitant, à mon avis d'ailleurs passionnant de l'histoire du cinéma américain. C'est le moment où le Nouvel Hollywood est en train de frémir, mais n'a pas encore véritablement explosé. Donc le film sort, on pourrait dire, est réalisé un tout petit peu trop tôt, un peu seul, il est un peu seul, Frank Perry, quand il fait The Swimmer. Et l'autre raison, c'est que il y a le public qui aurait pu s'intéresser à ce film-là, en l'occurrence celui qui va adorer l'année suivante, en 67, le lauréat de Mike Nichols. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est 2 films qui ont beaucoup de motifs évidemment communs et qui se ressemblent. C'est intéressant d'avoir en tête le lauréat quand on regarde le film que vous allez voir ce soir. Lorsque tous les jeunes, un jeune public, en tout cas plus à même de découvrir des films en prise avec l'Amérique de l'époque, découvre le lauréat, The Swimmer, ils sont passés complètement à côté. Et la raison pour laquelle ils passent à côté, d'abord parce que c'est Frank Perry et pas quelqu'un de forcément connu, et surtout parce que l'acteur principal de The Swimmer, c'est Burt Lancaster. Et Burt Lancaster, pour les admirateurs du Nouvel Hollywood, de cette nouvelle génération de cinéastes d'acteurs, Burt Lancaster, il incarne un peu le Hollywood classique. En gros, il est un peu ringard. C'est une figure voilà, on se dit, ça va pas être un film de John, si vous voulez, si Burt Lancaster est dedans. Grosse erreur, parce que c'est non seulement, à mon avis, un des plus beaux rôles de Burt Lancaster, mais c'était aussi son film préféré. Alors, ce qui est assez drôle, on pourra en parler, on se demande pourquoi c'est le film préféré de Lancaster. Alors évidemment, l'intérêt de ce film aussi, c'est qu'en allant choisir Burt Lancaster, Frank Perry, le cinéaste, et sa femme, Eleanor Perry, qui joue un rôle important, c'est elle qui a écrit le scénario d'après la nouvelle de John Cheever, dont le film est adapté. Eleanor Perry, pour le dire vite, c'est quelqu'un qui signera quelques scénarios importants dans les années 70, dont Le fantôme de Cat Dancing de Richard Sarafian, un grand chef-d'œuvre. Mais on n'aura pas le temps de passer, il faudrait passer un film tous les quarts d'heure, en gros, pour faire le tour, mais bon. Elle joue un rôle important, et donc ils vont chercher Burt Lancaster, et vous allez comprendre la raison pour laquelle ils vont le chercher, évidemment, parce que ce qu'ils veulent, c'est précisément Burt Lancaster. C'est à la fois le corps de Burt Lancaster, et là, vous allez voir, je pense qu'il n'y a pas d'autre film dans l'histoire du cinéma où un homme porte une seule tenue du début à la fin du film, et je ne vous dis pas la tenue que c'est, évidemment, il n'y en a pas. Si vous avez un autre exemple, je suis très preneur. Enfin, je parle de films, de films qui ne sont pas classés X, quoi, si vous voyez ce que je veux dire.
Et donc voilà. Et la raison pour laquelle ils vont chercher Burt Lancaster, donc c'est pour son corps, mais c'est aussi évidemment pour tout ce que Burt Lancaster charrie avec lui. Et c'est ça qui est fascinant dans l'histoire du cinéma, et là en l'occurrence américain, c'est la façon dont les acteurs sont choisis aussi en fonction du passé cinématographique qu'ils ont. Et Burt Lancaster, en 68, il attaque la dernière partie, on pourrait dire, de sa carrière. Il tourne déjà depuis le milieu des années 40. C'est une des superstars évidemment du cinéma hollywoodien classique, du polar, du péplum. Il a tourné de tout absolument. C'est une des grandes figures du cinéma hollywoodien classique. Et évidemment, ce qui intéressait les Perry, Frank et Eleanor, c'est que par moments ressurgisse le passé de l'acteur. Et vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, beaucoup de références à des précédents films de Burt Lancaster sont présents dans The Swimmer. Une petite chose, c'est que Burt Lancaster, qui est né en 1912 ou en 1913, a 55 ans au moment du tournage de The Swimmer. C'est assez fascinant de savoir ça, et c'est se dire que 5 ans auparavant, il jouait le rôle du guépard chez Visconti. Donc regardez ce film, je n'en dis pas plus, parce que c'est un objet qui est absolument inclassable, et je pense que le film porte ça d'ailleurs, une espèce de, par moments, de mélange extrêmement étrange, à la fois de registres, même d'acteurs venus de générations différentes. On ne sait pas vraiment ce à quoi on a affaire. C'est aussi la première bande originale d'un formidable compositeur qui est mort il y a un an et demi, qui s'appelle Marvin Hamlisch, et la musique compte beaucoup dans The Swimmer. Et la dernière chose, c'est que le titre, The Swimmer, signifie en gros le nageur, et pas du tout le plongeon, comme ça a été à un moment donné retitré, même si la question de la nage et du plongeon joue un rôle important dans le film. Donc voilà, je suis assez curieux de savoir ce que vous allez en penser, mais c'est à mon avis un des films les plus atypiques et les plus passionnants de ce moment du cinéma américain où le Nouvel Hollywood n'est pas encore en place, mais il est déjà là dans les têtes, quoi. C'est vraiment ça l'histoire de The Swimmer. Ayant dit ça, je n'ai rien dit, et tant mieux. Donc voilà, bonne projection. Donc rendez-vous dans 1h35 pour la discussion débat tout à l'heure. Ça vous a plu? C'est un chef-d'œuvre. Je ne pouvais pas le dire avant parce que vous auriez été déçus, mais moi je me souviens la première fois que j'ai vu The Swimmer, ça a quand même été parce qu'on se demande, en fait, c'est un film dur à identifier et extrêmement surprenant. C'est que le titre, Burt Lancaster, et quand on voit, je pense que c'est un des films les plus barrés de toute l'histoire du cinéma américain. Alors, comment parler de The Swimmer? C'est un peu ça la question, parce que ce qui est, à mon avis, très intéressant, c'est qu'évidemment, le film ne ferme pas du tout sur une interprétation plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, je pense que c'est évidemment une des forces du film, c'est de laisser en permanence ouvert et presque incomplet, inachevé, ce qui est arrivé à ce personnage-là. Alors, 2-3 choses que je peux peut-être dire avant qu'on rentre un peu précisément dans le film. D'abord que Frank Perry a eu du mal à tourner ce film, en tout cas à trouver un producteur qui accepte d'adapter la nouvelle dont le film est tiré, la fameuse nouvelle de John Cheever qui s'appelle aussi d'ailleurs The Swimmer. Et finalement, après 3 ou 4 ans de pré-production, il trouvera un producteur qui s'appelle Sam Spiegel qui acceptera de financer le film. Si ce n'est que les relations avec Sam Spiegel seront extrêmement orageuses, et avec Spiegel, le producteur, et avec Burt Lancaster, qui lui n'appréciait pas notamment le fait de se balader en maillot de bain pendant tout le film. Alors, c'est ce qui est quand même une idée complètement dingue quand on y pense, je trouve. D'autant plus qu'évidemment, pour ceux qui ont vu quelques films de Lancaster avant, la tenue de Burt Lancaster évoque très directement celle qu'il avait dans Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinman, le film qui tourne en 1953. Il a le même maillot précisément. Autrement dit, le personnage qui rentre dans le film au début, oui, c'est un homme qui est en maillot de bain, dont on va découvrir peu à peu le passé, ou l'avenir, ça c'est une question sur laquelle on va revenir, c'est dans quel sens temporel le film se déplace. Et moi je pense qu'on peut considérer qu'il se déplace vers le futur ou vers le passé, on y reviendra. Mais en tout cas, le personnage qui rentre dans le film, c'est évidemment Burt Lancaster, qui semble tout droit sorti de l'âge d'or, on pourrait dire, du cinéma hollywoodien et de son propre âge d'or à lui. Vous savez que Burt Lancaster a été sans doute peut-être même l'acteur du cinéma hollywoodien le plus athlétique. On l'appelait des muscles et des dents. C'était le surnom de Burt Lancaster, et qui a tourné pendant toute sa carrière énormément de films qui mettaient en valeur à la fois son sourire,
ses yeux. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez vu la façon dont Frank Perry réactive le regard d'un bleu qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Il faudrait presque inventer l'expression le bleu Lancaster. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'existe pas autrement. Et évidemment, il se sert aussi de ce visage-là, avec par moments presque une dimension iconique ou en tout cas publicitaire. Je pense que j'aime beaucoup la séquence, par exemple, du cheval, on y reviendra. On a le sentiment d'une publicité pour le corps de Lancaster intégré à l'intérieur du film. Et très volontairement, bien sûr. C'est Frank Perry qui d'ailleurs utilise beaucoup de registres, d'esthétiques différentes dans le film. C'est assez frappant. On a un côté par moments un peu satirique, un peu ironique, publicitaire, bucolique, et puis comique, et dramatique, et tragique, et gothique à la fin, puisque vous avez vu lorsqu'il retrouve cette maison qui évidemment est désertée, il frappe au gris, etc. Ça passe à The Swimmer et un film qui passe par un nombre d'humeurs extrêmement variées, si vous voulez. Mais cette séquence publicitaire, elle est évidemment passionnante parce qu'elle cumule, on pourrait dire, deux choses. D'un côté, effectivement, l'idée de la publicité pour le corps de Burt Lancaster, et comme c'est une pub, c'est un peu ridicule, c'est-à-dire qu'il n'y a que Burt Lancaster qui s'imagine qu'il ressemble à ça, évidemment, et en même temps des effets un peu psychédéliques, avec cette fille blonde, Janice Rule, qui joue le rôle de Julie. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, vous savez, c'était la peste blonde dans La poursuite impitoyable d'Arthur Penn en 65. Ça vous dit quelque chose ? La peste, c'est elle. Bref, dans ce film génial d'Arthur Penn à l'époque. Et évidemment, avec cette séquence assez belle, où on a en fondu comme ça le Lancaster courant à côté du cheval, avec une métaphore qui est presque à la limite de la trivialité. L'étalon, on a compris, voilà, Lancaster est un étalon, et puis pas qu'au cinéma d'ailleurs. Voilà. Et en même temps, ce qui est assez beau, c'est les effets presque psychédéliques qui sont collés, greffés sur cette séquence-là. Tout ça pour dire que Perry a eu beaucoup de mal avec la production, avec Lancaster, et c'est dommage parce que c'est, à mon avis, c'est un des plus beaux rôles, de cet acteur-là, et à tel point qu'il a quitté le tournage à un moment. Juste ça pourquoi ? Parce qu'il y a une séquence dans le film qui n'est pas réalisée par Frank Perry, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les gens se souviennent de The Swimmer, ou le connaissent sans forcément l'avoir vu, c'est qu'ils savent qu'il y a un autre cinéaste qui a tourné une séquence en particulier, c'est Sidney Pollack. Sidney Pollack qui est au début de sa carrière, en 68, et à ce moment-là, c'est lui qui va être appelé un peu en catastrophe, alors que Frank Perry vient de quitter le tournage par Sam Spiegel, pour tourner la séquence de la rencontre avec Shirley, la maîtresse de Burt Lancaster. Et d'ailleurs, quand vous voyez le film, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, peut-être pas forcément la première fois, mais on sent qu'à ce moment-là, le registre, la mise en scène change un tout petit peu. Lorsque Burt Lancaster retrouve sa maîtresse, on a un découpage, une mise en scène qui est plus classique, plus ordonnée, du chant, du contre-chant, etc. Alors que jusque-là, on est plutôt sur des effets impurs, même par moments à la limite du ridicule. On sent que c'est une forme à ce moment-là qui se cherche complètement. Aussi bien, on a presque tous les tics d'ailleurs de ce que deviendront certaines des manies du nouvel Hollywood. Par exemple, la grande séquence entre lui et son ancienne babysitter, qui est filmée de loin, avec une espèce de voix vaporeuse. Ça, c'est un type de séquence. On parlait tout à l'heure de Play Misty for Me de Clint Eastwood, par exemple. On a déjà, ça c'est presque un code du nouvel Hollywood, cette façon de décaler, on pourrait dire, de mettre dans le flou, dans l'incertitude, dans l'image des personnages, et de garder extrêmement présent leur voix au niveau de la bande son. Ça, c'est un tic typique du cinéma hollywoodien. La caméra portée autour des piscines, ça c'est quelque chose qui est typique du cinéma hollywoodien. La façon du nouvel Hollywood, la façon dont Burt Lancaster rentre dans le cadre, qui est extrêmement étrange, parce que d'ailleurs l'ouverture du film, on a le sentiment enfin, moi j'ai toujours pensé, à chaque fois que je revois ce début de film, j'attends Bambi, j'attends pas Burt Lancaster. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu cette espèce de sous-bois un peu conte de fées, alors, ou mythologique, on peut considérer un peu ce qu'on veut, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de l'origine, de l'innocence, de la naïveté, du primitif. C'est de là que naît le film, c'est de là que tout va sortir. Et évidemment, le personnage de Burt Lancaster. C'est pour ça que la séquence d'ouverture, qui n'est pas présente d'ailleurs dans la nouvelle originale, quelque chose qu'a inventé Frank Perry et sa femme scénariste, cette séquence d'ouverture-là, elle est fondamentale, parce que moi je pense qu'il y a deux façons, si vous voulez, de prendre The Swimmer, soit de le prendre par la fin, en disant voilà, finalement le film est un gigantesque retour vers l'origine qui est une origine perdue, un manque, un vide, cette maison vide, la femme n'est plus là, Lucinda, les deux filles ne sont plus là, ou alors on peut le prendre par l'origine, autrement dit, d'où sort l'intégralité de ce récit, en l'occurrence d'un moment
qui est une espèce de moment, naïf, primordial, mythologique, hein, cette espèce d'Apollon athlétique, sublime, extrêmement en forme, qui sort de là, hein, comme d'un milieu d'avant, on pourrait dire l'histoire, d'avant la civilisation, d'avant le progrès, d'avant le plastique. Hein, ça, j'y reviendrai, c'est très important. C'est-à-dire qu'il sort d'un milieu que le monde dans lequel il va pénétrer ne comprend absolument plus. Ou en tout cas, dont ce monde-là a fait le deuil intégralement. Maintenant, ce qui compte, c'est le petit boulot de la tondeuse à gazon, c'est se baudier sur des piscines, sur des filtres à 99,9%, tout le jargon absolument atroce des gens qui sont obsédés par leur confort et par le matérialisme, lui vient du contraire de ça. On a presque le sentiment on sort d'un film de Terrence, on rentre dans un film de Terrence Malick et on arrive, si vous voulez, chez des gens qui sont obsédés par le confort et les biens matériels. Ça, c'est important parce que, à mon avis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le passé et le futur, tout dépend comment on se situe. Alors c'est pour ça que je pourrais vous dire tout de suite que l'histoire de The Swimmer, on peut la prendre de deux façons différentes. Soit on se dit, c'est l'histoire d'un homme qui arrive dans le plan, sorti de nulle part, et ce nulle part, il est intéressant, parce que c'est toute la question du film, ça va être de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé à ce type-là? D'où il vient? Alors soit ce nulle part, c'est le passé, soit ce nulle part, c'est le futur. Voilà, c'est pour commencer un peu à rentrer un peu dans le cœur du film. Et donc cet homme décide de rejoindre effectivement son Home Sweet Home, un des grands thèmes du cinéma américain évidemment, via différentes piscines. Et le fait de passer de piscine en piscine va former ce que lui appelle la Lucinda River, donc du nom de sa femme. Donc on peut se dire qu'on a un film qui est un road movie. Hein. D'ailleurs je pense que c'est un vrai proto-road movie, The Swimmer. Ça ne se passe pas sur de la route, évidemment, mais c'est comme plein de road movies qui se passent notamment sur des rivières ou sur des fleuves. Délivrance est un road movie, Apocalypse Now est un road movie, The Swimmer, pour moi, est le premier road movie aquatique véritablement. Hein, on est en 66, et il va se servir de cette route de piscine. Hein. D'ailleurs, c'est assez drôle, entre parenthèses, d'appeler une rivière une enfilade de piscine, hein, parce que c'est tout le contraire, la rivière. La rivière, c'est l'idée évidemment du temps. Vous savez, ce truc d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Est-ce qu'on peut faire une rivière à partir de différentes piscines? Évidemment non. C'est un paradoxe en soi absolument passionnant. Hein. C'est que la piscine, c'est le contraire du temps. C'est le contraire du mouvement. C'est le contraire de la durée. Au contraire, c'est l'immobilité. Hein. C'est ce qu'incarnent tous les gens qu'il va rencontrer. Et lui, il transforme ce qui est le cauchemar climatique, en gros issu des années 50, j'y reviendrai, il le transforme en une promesse de mouvement, hein, de durée, hein, et donc de trajet, si vous voulez. Hein, il a, comme le dit à un moment donné la babysitter, vous êtes un explorateur. C'est quand même extraordinaire. Vous êtes un explorateur. Pourquoi? Parce que lui, effectivement, a transformé les piscines, qui sont le contraire du mouvement et du temps, hein, en quelque chose qui, en l'occurrence la rivière, qui retrouve cette idée de déplacement. Donc le road movie, il est inscrit presque dans le trajet spatial du personnage, puisqu'on a un personnage qui va d'un point A à un point B. Vous savez que dans le grand road movie, à partir notamment, on en a parlé l'année dernière, non, c'est il y a 2 ans, pour ceux qui étaient là, quand on avait projeté notamment Alfredo Garcia de Sam Peckinpah, qui est notamment une forme de road movie un peu malade et macabre, mais ça emprunte la forme du road movie. Le principe du road movie, c'est toujours le même dans le cinéma américain, et surtout dans ce moment qui va devenir l'âge d'or du road movie, c'est qu'on part d'un point A à un point B, et plus on avance dans l'espace, ce qui est le cas de Dan Merrill, hein, il se dirige vers un endroit très précis qui est son foyer, plus on avance dans l'espace, plus on recule dans le temps. Ça, c'est la loi cinématographique de tous les road movies, ce qui fait que généralement, au terme du road movie, non seulement on en a appris plus sur son passé, on a revu des éléments du passé, on a revu sa propre histoire, on a revu même l'histoire collective, personnelle, de l'Amérique même en général, et à la fin, ce qu'on trouve, c'est l'origine, toujours. Et en général, l'origine, pour ceux qui ont vu, pardon pour les références à L'Homme sans frontières de Peter Fonda, film de 71 avec Peter Fonda et Warren Oates, généralement l'origine elle n'est plus là. Hein, parce que quand on a quitté son foyer, quand on revient, l'origine a disparu. C'est une des grandes terreurs de la fiction américaine. Hein, c'est toujours le désir de l'exploration, de sortir de chez soi, de conquérir de nouveaux territoires, avec le risque quand on revient que cette origine, paf, elle est disparue. Donc le trajet de The Swimmer, c'est un trajet de road movie, puisqu'on a un personnage qui effectivement se déplace dans l'espace, d'un point A à un point B, et se déplaçant dans l'espace, il se déplace dans le temps. Alors tout le problème évidemment, c'est que c'est la personnalité, ou en tout cas c'est le fantasme ou l'autisme d'Dan Merrill. Hein, c'est que ce que je raconte là n'est pas exprimé clairement dans le film.
dans le film, on a quoi? On a un personnage qui a priori vit dans sa bulle, qui refuse quelque chose qui lui est arrivé ou qui va lui arriver. Alors pour l'instant je reste au passé, mais gardons cette hypothèse quand même du futur possible en permanence, hein, qui refuse ça, mais le contact avec les gens progressifs qu'il va rencontrer, les uns après les autres, va systématiquement refaire surgir des nappes de passé, des choses que visiblement il a refoulées, dont il ne veut plus entendre parler. Il ne veut tellement plus entendre parler qu'il ne sait même plus, c'est une question en tout cas, que ça existait. En tout cas, il les a tellement reflués que pour lui, ces choses-là n'ont plus de réalité. Ces choses-là, c'est quoi? Alors, c'est extrêmement dur à définir, mais disons que par petites touches, on comprend quoi? Qu'il avait... L'avant, c'était quoi? Une femme avec laquelle il s'entendait bien. En tout cas, on pense que c'est ça au début. Couple absolument parfait, riche. Hein, ça se passe dans le Connecticut. Vraiment, c'est en gros le modèle parfait de ce qu'a été l'Amérique d'Eisenhower des années 50. Le modèle de l'American Way of Life, il est représenté par tous les gens que croise Ned Merrill. Le problème, c'est que Ned Merrill, là où le film est assez génial, à mon avis, en tout cas, mais même le scénario, c'est que Ned Merrill n'est pas l'étranger, on pourrait dire déjà hippie, parce que Ned Merrill, il a du sang hippie dans les veines. Le problème, c'est qu'il est trop vieux pour prendre la route comme Easy Rider. Mais c'est déjà un personnage du nouvel Hollywood. Il est juste trop vieux pour ça. Mais en lui s'active déjà tout ce qui fera le nouvel Hollywood. Le refus du matérialisme, le refus de cette vie conformiste, le refus du plastique. Tout est déjà dans ce personnage-là. Bon. En même temps, ce qui est intéressant avec Ned Merrill, c'est que lui, contrairement à ce que deviendront les films du nouvel Hollywood, il ne faut pas que j'oublie de vous parler du lauréat, parce que c'est le film charnière pour comprendre tout ça, lui a été de ces gens-là. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'une autre génération, qui refuse en bloc un mode de vie qui au début nous amuse et qui au bout d'un moment nous dégoûte, tout simplement. Lui, il a été comme ces gens-là. Ce qui fait que plus le film progresse, plus l'écart a priori entre Ned Merrill et les autres, évidemment, se réduit. Puisqu'on se rend compte que lui aussi a voulu avoir une belle maison, lui aussi a fait des garden parties totalement superficielles et creuses, sans aucun intérêt, lui aussi a été raciste avec le chauffeur, lui aussi a traité comme des chiens les gens, les petits épiciers, ceux qu'il rencontre à la toute fin dans la piscine municipale, ce qui n'oubliez pas, dans le cadre, on est dans un film américain, hein, ça veut dire que la piscine municipale, c'est le traitement communiste. Hein, quand on va à la piscine municipale, c'est qu'on n'est vraiment plus rien de rien. Vous voyez, se baigner au milieu du peuple, c'est le signe terminal. D'ailleurs, c'est pas inintéressant que ce soit la dernière séquence du film. Hein, quand on en arrive à se baigner dans la piscine chlorée avec le peuple américain, les autres, c'est le stade ultime de la déchéance. Hein, après, il n'y a plus que la maison vide. Hein, c'est le stade ultime. C'est pas inintéressant que dans ce récit, on ait choisi d'en arriver là. Hein, à la fin, c'est la piscine municipale. Mais ce qui est beau, évidemment, c'est que Ned Merrill, et on l'apprend via à chaque fois des bribes d'informations ou d'inquiétudes, ou même de presque absurdes de la part des personnages qu'il va rencontrer, on se rend compte que Ned Merrill a été l'un de ceux-là. Donc, alors ça, je vous dis ça tout de suite, c'est qu'il y a deux façons de voir le film. Où on se dit que Ned Merrill, alors évidemment, le reflux, il a refoulé quelque chose qui lui a fait perdre tout ce qu'il avait. Il a perdu sa femme, on va le comprendre petit à petit. Ah bon, tu retournes chez elle, puis on commence à comprendre, grâce ou à cause des regards des uns et des autres, que au début il s'isole un peu, puis après on se dit qu'il est un petit peu fou, autiste, qu'il est juste malade, hein, qu'il a une pathologie chez lui. Il avait des filles, dont on comprend peu à peu qu'il les a perdues, et non seulement il les a perdues, puis que ces filles-là se moquaient de lui, le traitaient de guignol, et qu'elles sont peut-être devenues délinquantes. Alors certains disaient que les filles de Burt Lancaster ont peut-être pris la route parce qu'elles ont écouté les Rolling Stones et elles ont pris une chopper sur la Highway 61. C'est possible aussi que le devenir hippie des filles de Burt Lancaster dans le film. Donc il avait une maison dont on se rendra compte à la toute fin qu'il l'a perdue. Il avait un métier qu'il a perdu parce qu'un type est arrivé et a pris sa place. Bref, la déchéance sur tous les tableaux, intime, professionnel, amoureuse, etc. Mais le type, on se rend compte, au fur et à mesure, a été un salaud. Hein, mais un salaud ordinaire, comme on est tous. C'est-à-dire qu'il a... Enfin, voilà, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire maintenant. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il a trompé sa femme, il a maltraité les gens, il ne s'est pas intéressé à ses amis. Il y a ce moment extraordinaire, lorsqu'il demande des nouvelles d'un ami dont on se rend compte qu'il est mort. Il est mort, voilà. C'est que à la fois, ces gens c'est un milieu quasi consanguin, ils passent tout leur temps ensemble, parce que le monde extérieur n'existe pas. Ça, c'est un des grands sujets, évidemment, de The Swimmer. Le seul moment du monde extérieur, pour eux, c'est l'horreur. Et l'horreur, c'est la piscine municipale.
C'est là qu'on sort de cette espèce d'enclos de gens plutôt riches et bien portants, hors évidemment des villas privées qui sont les unes à côté des autres. Voilà, ce personnage-là, il a été de ces gens-là. Il a appartenu à ces gens-là. Ce qui fait que, par rapport à cette question du passé et du futur, à mon avis, il y a deux façons de voir le film. Où on se dit, voilà, Ned Merrill, finalement, d'abord, il y a une dimension mythologique presque fantastique dans le film. L'ouverture, par exemple, place pas du tout le récit sous une égide réaliste, naturaliste. On se rend bien compte qu'on rentre dans une fable ou une allégorie. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand on voit le film. Et même la façon dont c'est filmé par moment, la séquence du cheval, personne ne croit à un moment qu'il y a eu cette séquence du cheval. Puisque souvenez-vous, la caméra s'approche du regard de Burt Lancaster, son œil très très bleu, et là le cheval apparaît. Autrement dit, le cheval devient une sorte d'incarnation fantasmatique du désir de Burt Lancaster. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de réalité dans ce qu'on voit dans ce film-là. Il y a le vrai, et d'ailleurs, le vrai, c'est toujours lorsqu'il est, grosso modo, confronté à des gens sur de la terre ferme, lorsqu'il sort des piscines. Il y a tout ce qui est de l'ordre du mental, du déni. Ça, c'est ce qui se passe quand il est dans la piscine. Et puis il y a tout ce qui est de l'ordre du fantasme publicitaire, et ça c'est évidemment notamment la fameuse séquence du cheval, ce qui veut dire qu'il y a 3-4 niveaux à l'intérieur même du film, on pourrait dire de réalité ou de conscience. Bon. Alors soit on considère que Ned Merrill, effectivement, a vécu cette grande chute, et donc entre le moment où il a connu tous ces gens-là, où il était au firmament de sa gloire, de sa réussite professionnelle, et le moment où il rentre dans le film, il y a un laps de temps, 2, 3, 4, 5 ans. Alors c'est très bizarre, parce que en fonction, si vous essayez, vous revoyez le film et vous dites en fonction des témoignages des uns et des autres, ça ne concorde pas. Certains disent, tu parles de telle compétition sportive d'il y a 2 ans. En même temps, on se dit que la babysitter, en 2 ans, elle n'est pas passée de 12-13 ans à 19-20 ans. Autrement dit, même le temps est problématique dans le film. Et il ne s'agit pas de vérifier en disant c'est pas logique, mais on est intégralement à l'intérieur d'un film dans lequel la temporalité est flottante parce qu'on épouse le point de vue naïf, malade et enfantin de Ned Merrill. Ça qui est très très beau. On ne sait pas. La babysitter, disons que le temps qui ferait que la babysitter serait passée de ce qu'elle était à ce qu'elle est maintenant, une femme qui a envie de draguer Merrill, ne correspond pas au temps, à l'ellipse décrite par un autre sur un autre événement ou un autre moment du film. Donc déjà ça c'est problématique. On ne peut pas savoir. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que le film est extrêmement flottant. Mais en même temps, quand je dis il est flottant, il l'est, mais pas jusqu'au point de devenir, on pourrait dire, totalement démembré, éparpillé. Il est très structuré. Et en même temps, il y a une espèce d'incertitude, de ventre mou à l'intérieur de nous, duquel nous, en spectateurs, on pose notre regard. C'est ça, évidemment, la beauté de The Swimmer. Et donc, soit on considère qu'effectivement, le passé, c'est tout ce qu'on va découvrir petit à petit, et donc c'est se déplaçant dans l'espace de piscine en piscine qu'on en apprend un peu plus. Donc ça, on a le mouvement conforme du road movie. Plus on se déplace dans l'espace, plus on retourne dans le passé, plus on a d'informations sur ce personnage-là, ce qu'il a été. Bon. Ou alors, jusqu'à la toute fin, effectivement, qui est la maison vide, ou alors on considère que c'est le contraire. Et les deux, attention, c'est pas du tout l'un ou l'autre. Au contraire, je pense que c'est très très beau, c'est que le film, en fait, nous encourage à penser les deux en même temps. Voilà. Ou bien on considère qu'il rentre dans son futur. Ça veut dire que, au fur et à mesure de sa progression, il va vers ce que va devenir son futur et vers ce qu'il va devenir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Autrement dit, lorsqu'on lui dit « tu as perdu ta femme, tes enfants », c'est une forme il y a un côté Twilight Zone, c'est une forme d'information qu'on lui donne par anticipation. Autrement dit, voilà ce que toi, l'homme Ned Merrill que tu es, voilà ce que tu vas devenir. Et en ce sens-là, il rentre lui à l'intérieur de son propre cauchemar, si vous voulez. C'est l'homme, ça peut être un rêve de Swimmer. D'ailleurs, quand on voit la séquence d'ouverture, rien n'empêche de penser qu'on est du début à la fin, à l'intérieur on pourrait dire du rêve d'un Américain des années 50, bien portant, riche, vivant sur des valeurs qui sont celles des années 50, qui se rend compte que c'est la fin de ce système-là. C'est ça que ça raconte.
John Cheever, qui a écrit la nouvelle originale, était un grand amateur de Fitzgerald. Vous connaissez l'expression de Fitzgerald, le fameux processus de démolition. C'est quelque chose qui hante l'œuvre de Fitzgerald. La façon dont quelque chose s'est brisé, à quel moment cette chose-là s'est brisée, et comment finalement la déchéance intervient petit à petit. On ne sait pas à quel moment elle a commencé. The Swimmer est un film très Fitzgeraldien de ce point de vue-là. On ne sait pas, lui, enfin, nous, spectateurs, et lui non plus, et en tout cas il le refuse, ne sait pas à quel moment ça a dégénéré. Donc soit on considère qu'il va vers le passé, il va vers une explication de lui-même, et nous avec lui, on va comprendre d'où vient ce type-là. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Pourquoi il est en maillot de bain? Ça, on ne sait pas. Pour quelle raison il a décidé de... Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 2-3 ans de son absence, ou 7 ou 8 ans, peu importe. Ça non plus, on ne le sait pas. Mais ça, c'est le grand truc de la fiction américaine à la Rip Van Winkle. Vous savez, ce personnage qui s'endort, et puis un jour il se réveille, il se rend compte que le monde autour de lui a complètement changé. Ça, c'est un truc très important dans la fiction américaine. Si c'était que lui, et ça qui est génial avec Merrill, c'est qu'il passe son temps à se réveiller et il passe son temps à s'endormir. Alors, je m'explique. Ça veut dire que dans l'enchaînement comme ça des piscines, je disais tout à l'heure, pour simplifier de façon un peu schématique, on pourrait dire que le réel, le présent, c'est la terre ferme. Et c'est tous les épisodes où il rencontre des gens. Voilà. À chaque fois qu'il est sur la terre ferme, il rencontre quelqu'un qui lui dit quelque chose de vrai, qui l'informe sur l'état des lieux, qui l'informe d'ailleurs sur son passé, à cause d'une question, d'une remarque, etc. etc. Donc, la terre ferme, c'est la réalité. Et en même temps, Dan Merrill, on voit bien que la réalité, lui, ça fait deux. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait pour supporter cette réalité, ou en tout cas pour la digérer, et même par moments pour la refluer? Il plonge dans la piscine. Autrement dit, très symboliquement, la piscine, c'est l'espace de l'autisme, c'est l'espace de son déni à lui. Tant qu'il va dans la piscine, vous remarquez que si il y a la première fois, lorsqu'il apparaît dans le film, avec cette très très belle partition d'ailleurs de Marvin Hamlisch, je ne sais pas si vous l'avez appréciée comme moi, mais elle est extrêmement belle, il plonge dans la toute première piscine, et lorsqu'il sort de la piscine, il y a tout de suite une femme qui l'attend avec une espèce de verre, et qui lui demande ce qui lui était arrivé, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Ce qui est une forme de violence pour lui. Et ça arrivera à plusieurs reprises, jusqu'à cette femme qui lui explique justement que la fameux ami, lui, est disparu, est mort, et qu'il est indésirable dans la piscine et dans la villa. Autrement dit, toutes les rencontres à l'extérieur, et de plus en plus d'ailleurs, se soldent par une forme de violence qui s'accroît au fur et à mesure. Plus il rencontre de gens, plus les gens sont de plus en plus violents. Au début, c'est un silence, un regard un peu amusé, un peu interloqué, et puis après on commence à lui dire oui, il va nous demander de l'argent. Les deux nudistes, extraordinaires, les deux nudistes là, qui sont complètement à côté de la plaque, mais bon, l'argent, et puis finalement il ne le demande pas, donc ça commence à être un peu plus violent. Et puis après il y a l'épisode évidemment du chariot. Là, il se fait carrément éconduire, il tombe au sol, etc., etc. Et puis après, évidemment, il y a la piscine municipale. Il est humilié, il doit se nettoyer les pieds, jusqu'au moment où il rencontre ces petits commerçants avec lesquels il a des dettes a priori importantes. Donc on voit bien qu'il y a une déchéance progressive et que la violence qu'il subit en étant à chaque fois sur la terre ferme est de plus en plus violente. Alors qu'est-ce qu'il fait au début? À chaque fois, on pourrait dire pour se guérir du principe de réalité qui revient dans la figure comme un boomerang à chaque fois, parce qu'il n'en veut surtout pas, il replonge dans la piscine. Tant qu'il y a la piscine, il y a l'espace du déni. On pourrait dire que c'est le moment où il s'abstrait du monde. Abstrait du monde, ça veut dire qu'il rentre à l'intérieur de son propre fantasme, c'est de son propre déni. La femme est toujours là, les filles sont toujours là, la maison est toujours là, elles sont en train de jouer au tennis, tout va bien, formidable. Bon, on sait bien que tout ça n'est pas vrai, mais c'est le moteur de ce personnage-là. Et ce moteur-là, il le reconstitue, en tout cas il le retrouve, il le réactive, si vous voulez, en plongeant dans les piscines. Mais ce qui est très très beau, évidemment, dans The Swimmer, c'est la façon dont, d'abord vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais personne dans les piscines, sauf une fois, d'ailleurs, lorsque le type qui est au-dessus de cette espèce de gigantesque serre, là, en verre, en béton, plonge, mais il n'y a personne dans les piscines, ce qui est quand même intéressant. Dans un endroit, alors il y a deux lectures du fait que les piscines, je mets la piscine municipale de côté, je reviendrai juste après, il y a deux lectures dans le fait de constater qu'il n'y a jamais personne dans les piscines. Un, qu'on est vraiment c'est le comble du ciné extérieur de richesse, c'est qu'on construit des piscines même pas pour s'y baigner, mais juste pour montrer à ses petits copains qu'on a nous aussi une piscine avec des super filtres, etc.
évidemment, c'est juste, c'est vrai. Hein. Là, on est dans le comble du matérialisme, de la superficialité, de ce consumérisme fou, hein, contre lequel tout le nouvel Hollywood va se révolter. Hein, c'est pour ça que c'est un film dont on sent qu'il prépare, qu'en fait, qu'il annonce, hein, la raison d'être, hein, de l'Amérique de la fin des années 60. Bon. Deuxième lecture, il n'y a personne dans la piscine, parce que la piscine est un espace mental. Il n'y a que Ned Merrill, en fait, qui l'occupe. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus. C'est que, tant qu'il n'y a personne dans la piscine, Ned Merrill va bien. Parce que c'est son espace à lui. Il s'est protégé, son espace mental. C'est pour ça que l'épisode de la piscine municipale est doublement cauchemardesque. Il est cauchemardesque parce que l'humiliation, parce que la rencontre avec les autres, etc. Mais il est cauchemardesque parce que juste l'espace mental dans lequel s'exerçait son déni, à ce moment-là, est envahi. Autrement dit, à ce moment-là, Ned Merrill n'a plus d'espace disponible pour effectuer le déni qu'il fait depuis le début. Donc, la chute de Ned Merrill, elle est là. Elle arrive exactement lorsqu'il arrive dans la piscine municipale et qu'on voit tous ces gens en train de faire du bruit, de barboter, etc. Autrement dit, l'endroit grâce auquel il se ressourçait, mais quitte à ce que ce soit une pathologie, grâce auquel il arrivait à se laver de la réalité et les affronts de la réalité qui étaient toujours de plus en plus durs, il replongeait. Formidable. Et donc le film est une succession de plongées et de remontées, de terre, piscine, terre, piscine, terre, piscine. Mais ça fonctionnait dès lors que la piscine permettait d'oublier ce qui était passé sur la terre. Et à ce moment où il n'y a plus de piscine disponible, autrement dit, quand très symboliquement, son espace a été envahi, part du monde, Ned Merrill est nu, mais au sens symbolique du terme. C'est pour ça qu'au fond, la séquence de fin, lorsqu'il arrive dans la maison de sa femme, et qu'on constate ce qu'on commençait à deviner ou à imaginer un peu sérieusement, à savoir que tout ça est évidemment une sorte de chimère, d'illusion, et qu'il n'y a plus personne au bout, hein, que l'origine s'est évanouie, hein, qu'elle a disparu. Au fond, cette séquence-là, elle ne fait que confirmer celle de la piscine, lorsqu'on sait que maintenant, qu'est-ce qui reste. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'orage qui éclate à la fin de The Swimmer, parce que, alors ça on se dit, c'est un orage, on est dans le truc gothique, on est chez Robert Aldrich. Alors pourquoi pas, en même temps, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu les films de Robert Aldrich, celui qui a fait Charlotte, Les 12 salopards en 4e vitesse, bref, Robert Aldrich à la fin, ou Démon des femmes, Baby Jane, voilà, je cherchais le plus connu évidemment de ces films-là de Robert Aldrich, parce que Robert Aldrich dans les années 60, exactement au moment, un peu avant d'ailleurs, Perry tourne The Swimmer, Robert Aldrich avait fait des films, hein, qui étaient des films gothiques, grimaçants, extrêmement osés et même parfois désagréables à voir, dans lesquels il avait embauché de vieilles stars du cinéma hollywoodien, Joan Crawford, Bette Davis, et il en faisait des espèces de femmes aigries, rabougries, décaties, qui s'excitaient les unes contre les autres. Ce sont des films pour le coup baroques, extraordinaires, et qui mettaient en scène très concrètement la décomposition du vieil Hollywood. Hein, c'était ça, Bette Davis dans Baby Jane et Joan Crawford, c'est la décomposition sur place, hein, mais quasi à la Fulci, du cinéma du nouvel Hollywood. Swimmer, Frank Perry se souvient de ça, hein, parce que Burt Lancaster, c'est aussi un grand corps hollywoodien classique, comme l'ont été, un peu avant évidemment, Bette Davis par exemple, ou Joan Crawford. Ce qui fait que le film enregistre aussi progressivement la décrépitude du corps de Lancaster. Il est évident qu'entre le début du film et la fin, le corps de Lancaster n'est plus le même. Il n'est plus filmé de la même façon. Il n'a plus du tout cet talent. Au début, il est absolument parfait. Il est athlétique, au soleil, il est bronzé, etc. Et peu à peu, avec le moment clé où il se blesse, évidemment, en voulant sauter la haie, c'est le début de la fin, on pourrait dire, peu à peu, son corps, on a presque le sentiment que Burt Lancaster, en 1h35, a pris 15 ans d'âge, hein, physiquement. Parce qu'en plus, là, on le voit, il n'a qu'un maillot. Il n'y a pas l'artifice de la tenue, du costume, pas du tout. Il n'a qu'un maillot. Et ça, c'est évidemment uniquement permis par un travail sur la mise en scène, sur la lumière, sur les éléments, sur plein de choses. Et donc, il perd 15 ans d'âge, ce qui participe aussi, hein, de ce mouvement que travaille le film. Comment faire passer Burt Lancaster, en gros, de tant qu'il y aura des hommes, 53, l'homme de la jeunesse éternelle, qui n'a pas bougé on pourrait dire d'un pouce, au vrai Burt Lancaster de 68. Lancaster en 68, c'est celui de la fin. C'est pas celui du début, évidemment. Au début, c'est un fantasme, c'est une pub. À la fin, c'est vraiment le Burt Lancaster de l'époque. Et ce trajet-là, il est beau, puisque c'est une manière de ramener le corps de la star
à sa réalité, ce qui sera un des grands mouvements de Nouvelle Hollywood. Je l'ai souvent dit il y a 2 ans, Nouvelle Hollywood, il y avait une méfiance systématique à l'égard de la star. On a voulu au contraire des gens qui ressemblaient à tout le monde, avec des corps qui souffrent, des gens avec des défauts, qui ne sont pas forcément tous des icônes de mode ou de magazine. Hein. Et ce qui est très beau, c'est que The Swimmer effectue ce trajet avec Burt Lancaster, qui commence comme il était en 53 et qui termine comme on doit être en 68. Hein. C'est vraiment ça le trajet qu'il fait. Et donc, évidemment, lui, décrépit, son corps, il a presque le sentiment qu'il commence à être voûté, il boite, il a froid. Hein. C'est aussi un film qui, du point de vue de la température, de couleur, et y compris climatique, progresse dans le sens, on pourrait dire, du rafraîchissement. Vous avez vu, au fur et à mesure, Burt Lancaster commence à avoir froid. Jusqu'à ce moment génial où il dit mais le soleil, ici, le soleil ne chauffe pas autant qu'avant. C'est quand même super beau d'ailleurs. Et alors, on pourra revenir, c'est quoi le avant d'ailleurs? Est-ce que c'est le avant qui correspond au moment où lui avait sa maison, sa villa, etc. Ou bien est-ce que c'est le avant de l'enfance? Et moi je pense que c'est un peu de ça, hein, Burt Lancaster. C'est quelqu'un, d'où la séquence très très belle avec le petit garçon. C'est que en fait le passé, le vrai passé de Burt Lancaster, le vrai paradis perdu de ce personnage-là, et c'est en ce sens-là qu'il devient sympathique d'ailleurs. C'est pas ce qu'il est en train de voir là. Tous ces gens qui bouffent du caviar à n'en plus finir, qui se dandinent comme des idiots autour de la piscine, etc. C'est pas ce modèle-là. On voit bien que là, le vrai paradis perdu de Burt Lancaster, c'est quelque chose qui a à voir avec l'enfance, avec l'innocence. Et c'est pour ça d'ailleurs que le petit est le seul qui comprenne, on pourrait presque dire, le délire de Lancaster, qui dit bah oui, il y a de l'eau. Il suffit de croire qu'il y ait de l'eau pour qu'il y en ait. Personne ne comprend ce que raconte Lancaster. Tout le monde le prend pour un malade. Ce qu'il est en partie d'ailleurs, une pathologie, bon, etc. Par contre, le petit gamin, lui, c'est le seul personnage, évidemment, dans le film, qui ne renvoie pas Burt Lancaster à un moment passé, à une blessure, à une douleur, à quelque chose, voilà, à une étape de sa chute, quoi, si vous voulez. Le seul, c'est le petit gamin. Pourquoi? Parce que là, il trouve son alter ego, mais fantasmatique. Burt Lancaster, voilà ce qu'il veut être. Il veut retrouver ce moment où il était petit, où quand il était petit, on pouvait faire croire qu'on nageait dans une piscine sans eau, ou qu'on attaquait, je sais pas moi, des pirates sans bateau, avec un bout de bois. Il veut recroire à cette fiction-là. Et c'est ça qui, à mon avis, est très très beau dans le film, et qu'au fond, là où le film, à mon avis, passe de politique, si vous voulez, à existentiel, c'est qu'il est politique sur l'Amérique des années 50, tout ce qu'on a dit, ce modèle consumériste, les personnages qu'il rencontre, effectivement, qui ne donnent pas beaucoup envie, tous bedonnants, qui se connaissent tous, qui n'ont rien superficiel, le creux intégral. Là, on est dans le domaine du politique. Et l'existentiel, c'est évidemment le personnage qui veut quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les années 50 ou pas. C'est un personnage qui veut juste retrouver quelque chose qu'il ne retrouvera jamais. Autrement dit, c'est l'homme qui a 50-60 ans et qui voudrait retrouver le moment où il a été enfant. Hein, et qui se rend compte que, en avançant dans l'espace, et là pour le coup avançant dans le temps, qu'est-ce qu'il a comme visage, Burt Lancaster? Il a le visage de la mort qui se rapproche. Parce que The Swimmer, c'est aussi un film qui raconte ça. C'est un film qui va vers la mort. La mort, c'est la fin, la séquence de fin. Le moment de gothique dont je vous parlais. La pluie, les éclairs, la grille, la maison, l'ombre, le côté décrépit. On est dans tous les codes du cinéma gothique. Et donc le film va vers la mort. Et là, à ce moment-là, il devient beaucoup plus intéressant. Enfin, intéressant. Plus puissant, à mon avis. C'est que, oui, la première couche, c'est une couche personnelle. L'homme, il lui est arrivé certaines choses. Il a fauté, il a perdu sa femme, ses enfants, etc. Bon. Deuxième couche, c'est l'homme des années 50. Voilà, effectivement, c'est un modèle finissant. C'est ce qu'est en train de filmer, évidemment, Frank Perry. Ça, c'est le modèle politique, si vous voulez. C'est quelque chose qui va disparaître. Et puis, il y a la couche existentielle, qui est, c'est l'homme qui vieillit. Et là, pour le coup, ça concerne tout le monde. Hein, c'est plus uniquement Dan Merrill. C'est l'homme qui fait cette expérience qu'on fait tous, à savoir qu'en progressant dans le temps, on s'approche de la mort. Et cette image-là, à la fin, c'est ça. C'est l'image de la mort. C'est pour ça que le film, il est, à mon avis, d'une richesse incroyable. C'est qu'on peut s'amuser, quelle que soit la façon dont on le prend, à trouver qu'il raconte comme ça des choses. Bon. Alors, deux choses. Pourquoi donc je vous parlais tout à l'heure d'Aldrich. Alors, un dernier mot là-dessus, parce que Baby Jane, pour ceux qui ont vu ou s'en souviennent, The Swimmer, en fait, The Swimmer, ça commence comme Bambi, et ça se termine comme qu'est-il arrivé à Baby Jane. Voilà, si on devait faire le trajet esthétique de ce film, c'est ça.
passant par différentes étapes, différents modèles, les années 50, les débuts des années 60, la jeune fille, la drague par ordinateur, tout y est. Bon. C'est vraiment le trajet fou, parce que si on dit comme ça, on se dit mais de quel film accouche cette espèce d'équation délirante? Mais c'est vraiment ça. Hein. On passe vraiment d'un monde faux, superficiel, coloré, pourquoi pas désirable à l'époque, mais qui n'existe pas, à un monde évidemment beaucoup plus réaliste où la souffrance, le corps, la mort, etc., la décrépitude survient. Et donc d'où l'importance de la référence, à mon avis, assez souterraine. Enfin, je n'ai jamais lu Perry parler de Robert Aldrich, mais ça me semble tellement évident que la fin est se marche dans le sillage des films de ces films-là de Robert Aldrich. Et là, l'autre chose importante que j'ai oublié de vous dire, sur l'orage qui clôt le film. Bon, alors évidemment, Gothic, très bien. Mais ce qui est assez beau, c'est que jusque-là, le film séparait très clairement ce qui était du côté de la terre et ce qui était du côté de l'eau. Hein, il y avait le côté terrien et aquatique, alternance rigoureuse pendant tout le film. Et on voit bien, au fur et à mesure que le film progresse, alors par plein de touches subtiles, j'ai pas le temps là pour le coup de toutes les repérer, mais par plein de touches subtiles, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'eau dans la piscine, ou en tout cas d'eau disponible, soit parce qu'il n'y a plus d'eau du tout, comme avec le gamin, soit parce que l'espace est totalement envahi, et il y a de plus en plus d'eau, de boissons, de choses liquides sur la terre ferme, jusqu'à la séquence de la piscine municipale où il faut qu'il se douche avant de rentrer dans la piscine. Autrement dit, là où il est seul, c'est au moment où il se douche sur la terre ferme. Et là où il est très nombreux, c'est au moment où il est dans la piscine, son espace d'avant, qu'il ne peut plus occuper maintenant avec tous les gens. Et la séquence de fin est assez belle parce que l'orage symbolise ça exactement. C'est le moment, c'est un peu comme si toute l'eau, si vous voulez, de toutes les piscines qu'il avait traversées jusque-là, n'oublions pas qu'ils sont des espaces mentaux, hein, lui tombait sur la figure. C'est pour ça que le cauchemar, il est là. À la fin, on a l'eau et la terre ferme mêlées, via la figure de cette espèce d'orage qui lui tombe dessus, qui est une image, je trouve, extrêmement belle. Et d'ailleurs, ça me fait penser à lorsque Burt Lancaster arrive dans sa maison, d'ailleurs aussi qui est une maison qui ressemble à une maison beaucoup plus ancienne que toutes les autres. Hein, on est encore dans toujours ce trajet de remonter dans le temps, y compris même dans le type d'espace et de maison qu'on va arpenter. Et il y a ce moment très très beau où il se tourne vers le court de tennis, évidemment, et qu'il entend, et donc nous, parce qu'on est à ce moment-là, on est dans sa tête, il entend les balles de tennis et les rires de ses filles. Et c'est assez beau de se dire que c'est un film qui est tourné en 66, et qu'un an plus tard, Antonioni va tourner Blow Up, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et que Blow Up se clôt par une partie de tennis, dans laquelle on entend, et à force d'entendre, on voit une partie de tennis. Hein. Une séquence très très célèbre de la fin de Blow Up. Et c'est assez beau de comparer, hein, on pourrait dire, l'illusion, la part existentielle qui est dans The Swimmer là, avec ce qui arrivera quelques mois plus tard dans le Blow Up d'Antonioni. Tout ça par la même figure d'une partie de tennis invisible que par la magie de l'illusion, du fantasme ou de la relativité du réel, parce qu'en fait c'est ça dans le film d'Antonioni, on arrive à voir. J'aime bien cette espèce de lien là. Il y a autre chose que je voulais aussi vous dire, c'est le rapport au lauréat. Parce que je vous parle depuis le lauréat depuis le début. En plus, là, pour le coup, ça nous fait faire une petite boucle avec... je crois que c'était le premier film. Hein, le premier film du premier cycle qu'on avait fait ici. C'est donc le lauréat, un des films fondateurs de Nouvelle Hollywood. Alors, je ne sais pas, en même temps, ce que je veux dire est évident. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est apparu. Mais The Swimmer est donc un film qui prépare Nouvelle Hollywood, qui est sorti un petit peu avant. Et on sent que tout ce qui fera Nouvelle Hollywood est en grande partie est là en germe. Et il y a un film qui est presque la suite, dans ma tête que c'est la suite, mais je pense que ça marche un peu quand même, la suite de Swimmer, c'est le lauréat évidemment de Mike Nichols. Vous avez tous en tête le lauréat. Bon, le lauréat, alors ça se passe en Californie, là ça se passe dans le Connecticut, donc on n'est pas sur les mêmes côtes, mais en gros c'est pareil. Le lauréat, avant que le fameux Benjamin Braddock de Dustin Hoffman décide de quitter sa maison californienne pour aller retrouver sa dulcinée, qui est la fille de Mrs. Robinson dans le film, il prend sa voiture, souvenez-vous, puis sur Simon Garfunkel, il s'en va sur le campus. Avant ça, le lauréat il se passe dans un univers exactement similaire à celui de The Swimmer. La même chose, le même type d'individu, le même type de personnage, d'entrepreneur, la même obsession du conformisme. Alors, on commence à tisser des liens entre les deux, ils sont évidemment innombrables, hein, et notamment la question de la piscine.
Alors je dis ça pourquoi? Parce que quand on s'intéresse un tout petit peu à l'art et à la peinture américaine, il y a, anglo-saxonne je devrais dire là précisément, il y a dans les années 60 un peintre très 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 connu qui s'appelle David Hockney, dont vous avez peut-être déjà parlé, et qui a à l'époque beaucoup peint. Enfin, c'est une des séries de peintures, ce qu'il appelait les splashes, peu importe, des piscines californiennes. Hein, de bleu, sont magnifiques, sous un soleil formidable, avec des maisons de très très belles vitres, la villa californienne. Et très souvent, on avait dans ces peintures-là un personnage, souvent d'ailleurs un homme, qu'on voyait uniquement de loin, soit qui plongeait dans une piscine. Hein, alors il y a un de ces célèbres une célèbre peinture qui est devenue d'ailleurs le titre d'un documentaire sur lui qui s'appelle Bigger Splash, dans lequel le personnage plongeait dans une piscine, ou alors qui restait comme ça sur le bord du plongeoir et qui attendait de plonger. Esthétiquement, ce sont des peintures très importantes parce qu'elles ont beaucoup marqué certains films américains des années 60. D'abord le lauréat, évidemment, Mike Nichols connaissait très très bien le travail de David Hockney, et Benjamin Braddock dans le film, Dustin Hoffman avec son scaphandre, souvenez-vous, rentrant dans la piscine, etc. etc. Tout ça, ça sort des tableaux de David Hockney. Mais sans doute aussi que The Swimmer aussi. Et l'utilisation que fait Frank Perry de la piscine est assez proche de celle que fera Mike Nichols dans le lauréat. Là, évidemment, ça devient un principe existentiel, métaphysique génial dans The Swimmer. Mais souvenez-vous, dans le lauréat, Dustin Hoffman, Benjamin Braddock, il est lui aussi confronté à une société américaine des années 50, en tout cas encore sur un modèle des années 50. Souvenez-vous, cette phrase extrêmement... Ce dialogue très très célèbre, lorsque l'un des amis de ses parents, alors qu'on vient de fêter le diplôme de Benjamin Braddock, et qu'après il est programmé pour devenir comme tous ces gens-là, le prend comme ça à part lors d'une soirée et lui dit: Benjamin, pour ton avenir, évidemment, il y a une seule chose qu'il faut retenir. Il s'appelle McGuire, le type, parce que Benjamin Braddock lui dit: bah oui, je vous écoute, monsieur McGuire. Il me dit un seul mot. Il dit: oui, monsieur McGuire. Il dit: c'est le plastique. Et le plastique qui est quelque chose qui est là. D'ailleurs, je me suis demandé après avoir vu le lauréat si ça venait pas de The Swimmer, parce que là, le mot plastique intervient aussi comme une sorte de métaphore parfaite de tout ce qu'on est en train de voir. Des gens en plastique, des désirs en plastique, des maisons en plastique, tout est en plastique dans ce film-là. Enfin, dans ce cas, dans le modèle que Ned Merrill a été, d'une certaine façon, tout est en plastique. Et donc, Benjamin Braddock, il est très proche de Ned Merrill de ce point de vue-là, parce que lui aussi, à un moment donné, il va vouloir sortir de ce monde, le même monde que traverse le personnage de The Swimmer. Il va vouloir en sortir. Mais avant d'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait abstraction de ce monde-là. Il est dedans, mais il fait abstraction. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met un scaphandre et il plonge dans la piscine. Vous vous souvenez, la piscine dans le lauréat, c'est le lieu du refus du modèle parental et consumériste américain des années 50. Quand de la piscine, c'est ce qui commande d'ailleurs par un aquarium. Pour ceux qui sont d'un peu précisément du film, Benjamin Braddock, il supporte ses parents, il supporte tout ça, parce que dans sa chambre il y a un aquarium, et puis il s'imagine qu'il est dedans. Voilà. Et puis après, l'aquarium devient la piscine. Dans le Swimmer, c'est exactement la même chose. La piscine joue exactement, si vous voulez, le même type de rôle. C'est pour ça que c'est un drôle de film dans l'histoire du cinéma américain, The Swimmer, parce que c'est un film qui, on pourrait dire, filme la fin, mais la certitude que cette Amérique des années 50 va disparaître, et d'ailleurs elle est en train de disparaître, c'est une Amérique qui pourrit sur place, littéralement, c'est ça que filme le film, et en même temps, tout ce qui va arriver n'est pas, on pourrait dire, encore présent. Tout gronde, mais les choses ne sont pas encore là. Et ça, c'est évidemment à la fois et le lauréat, et le Nouvel Hollywood qui vont incarner tout ça. Ned Merrill, lui, c'est pas le personnage qui va construire évidemment le Nouvel Hollywood. C'est le personnage qui nous explique que le Nouvel Hollywood avait bien raison d'arriver. C'est ça l'idée, à mon avis, centrale du film. Il y a énormément de choses à dire sur ce film. En même temps, moi, ce que je trouve très beau, c'est que, ça que je vous disais avant, que c'est un film qui est quand même très particulier dans l'histoire même du cinéma, parce qu'il est à la fois, il est d'une ambition, on pourrait dire, philosophique, enfin métaphysique incroyable. C'est-à-dire que quand on creuse ce film-là, c'est un film que je trouvais extrêmement beau, très subtil, très fin, avec par moments une forme qui est proche du kitsch, ce que les Américains appellent le camp, c'est-à-dire que la jeune fille babysitter, elle a un côté ami. Enfin, voilà, c'est vraiment une espèce de. C'est une fille de papier glacé. On a l'impression qu'elle sort du drive-in. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème temporel en permanence dans le film. Tout ça avec un espèce de scénario qui est un des scénarios les plus
les plus originaux et on pourrait dire audacieux du cinéma américain. Parce que si vous allez voir un producteur, vous lui dire j'ai une idée. Un homme arrive dans un film en maillot de bain et rentre chez lui de piscine en piscine. C'est ça que ça raconte The Swimmer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de films qui donnent un tel argument, arrivent à produire un film aussi puissant. Alors là, c'est complètement cintré hein, comme film The Swimmer. Et en même temps, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Oui, à propos de la temporalité, au-delà du flottement qu'il y a entre lui et son passé, j'ai l'impression que dans le film lui-même, il y a quelque chose qui est très flou, parce que dans la séquence d'ouverture, on a l'impression d'être en automne. Enfin, de quoi c'est ce qui m'a semblé, avec des arbres qui sont... les feuilles qui sont par terre, tout est marron. Les plans sur la biche, ils sont faits de jour. Les plans sur le hibou, ils sont faits de nuit. Et tout ça nous est vendu comme étant au même moment. Il y a d'ailleurs la question avec le frêne où il dit tiens, les feuilles sont déjà tombées, mais non, elles ne sont pas tombées. Enfin bon, c'est un peu insaisissable. L'heure est un peu insaisissable. Il n'y a jamais vraiment de repas qui balise temporellement. On sait qu'ils ont un avion à prendre, mais on ne sait pas vraiment quand. On est dans une espèce d'après-midi qui ne finit pas, parce que malgré tout, j'imagine que c'est un petit peu long son trajet. Et même à la toute fin, bon, l'orage arrive assez brutalement, mais à la toute fin, il nous fait pénétrer dans la maison et c'est totalement noir. Et quand on a le plan large de la fin, la maison en fait est éclairée par derrière comme s'il y avait le soleil qui rentrait dedans. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un flou de saison, de temps, d'heure, de climat, de tout. Non, mais bien sûr, mais je pense tout simplement que ce que raconte d'abord la question je pense que la temporalité dans le film, elle échappe à toute approche logique, et d'ailleurs, et tant mieux, c'est le flou dont vous parlez, et c'est surtout une façon, à mon avis, quel est celui qui progresse, on pourrait dire, le seul qui progresse, aussi bien d'un point de vue, on pourrait dire, psychologique que temporel, c'est Ned Merrill. Mais il est le seul à progresser à l'intérieur d'un monde immobile. Et cet après-midi sans fin dont vous parlez, c'est une société pour laquelle le temps s'est arrêté, qui est devenue totalement sourde à la marche de l'histoire, à l'évolution. C'est-à-dire que c'est bis repetita en permanence. Mais c'est un principe à la fois, on pourrait dire, social, politique, économique. Hein, c'est cette de reconduction éternelle des mêmes choses avec les mêmes gens, selon les mêmes modes, les mêmes codes, etc. Et d'ailleurs, tout se ressemble. C'est-à-dire que les piscines sont les mêmes, les gens passent d'une piscine à l'autre, boivent les mêmes choses. Et d'ailleurs, certains personnages le disent finalement. On se raconte toujours les mêmes blagues. On n'a plus de blagues à raconter parce qu'on peut même plus se draguer à force de se côtoyer. Hein. Et donc, je pense que le film met en scène ça, une espèce finalement de société totalement, on pourrait dire, hors du temps. Hein, presque hors sol, hors du temps. Mais c'est cette immobilité-là, cet immobilisme-là, qu'elle va payer très très cher. C'est le début de The Party de Black Edwards. Hein. Enfin, si vous vous souvenez, voilà, de cette espèce de système de production qui croit qu'en 68, on peut faire des films comme en 60, comme en 50, comme en 40. Et puis un jour, tout ça va exploser. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas changé d'un chouïa et qui ne se sont pas adaptés à l'évolution, à la fois des mœurs, à l'évolution tout court. Et donc à l'histoire. C'est ça, à mon avis, qui est évidemment intéressant. Et c'est la même chose que dans The Party de Black Edwards. Et donc on a cet effet de présent éternel, permanent plus précisément. Mais pas dans le cas de Ned Merrill. Ned Merrill, si la durée, elle tombe quelque part, c'est-à-dire que si le sentiment du temps, on pourrait dire, s'empare d'un individu dans le film, c'est de Ned Merrill. Les autres, non. Les autres, c'est des gens qui pourrissent sur place sans même comprendre que parce qu'ils font toujours la même chose, ben le temps continue malgré tout de défiler. C'est ça qui est assez fascinant chez eux. Dan Merrill, non. Dan Merrill, c'est quelqu'un qui, ne cesse au contraire de se déplacer à l'intérieur de son propre temps, encore une fois, dans un sens ou dans l'autre. Et d'ailleurs, je ne sais pas. Hein. Quand je disais tout à l'heure, c'est un film qui va vers le futur ou vers l'avenir. Moi, je pense que le film, il va à la fois vers le passé, selon qu'on a une lecture psychologique du parcours de Dan Merrill, et il va vers le futur si on a une lecture métaphysique de son parcours. Voilà, c'est pas compliqué. Et je pense que la beauté du film, c'est de conjuguer les deux en même temps. Il faut penser les deux en même temps. Mais vous avez raison, l'incertitude temporelle, et y compris spatiale d'ailleurs, hein, tout ça, avec cette très très belle séquence. Entre parenthèses, je dis une dernière chose là-dessus parce que j'y pense, c'est la séquence de l'autoroute. Hein, donc il arrive, voilà, il est en maillot de bain, il a de plus en plus froid, il passe son temps à se tenir, on est de plus... Voilà, pour le coup, c'est de l'automne, c'est une sorte de glaciation progressive, hein, de l'automne à l'hiver, si vous voulez. Bon. Et cette séquence-là, elle renvoie à une autre séquence d'un autre film réalisé 3 ans plus tôt qui s'appelle Lonely as the Brave, ça s'appelle Seuls sont les indomptés.
Ça vous dit quelque chose? Film David Miller avec Kirk Douglas. Dans ce film, Kirk Douglas, c'est un film qui se passe à l'époque contemporaine, joue le rôle du dernier cow-boy. D'un homme qui n'a pas envie de s'adapter au progrès, à la modernisation, à la voiture, etc. Et qui est le dernier cow-boy du Nouveau-Mexique. Et donc il se balade avec son cheval comme ça. Et il y a une séquence dans le film, dans laquelle il y en a deux, mais la première, où il tente avec son cheval de traverser une autoroute. Et c'est exactement la même chose que fait Burt Lancaster dans The Swimmer. Il tente de traverser une autoroute. Et ce qui est fascinant évidemment, c'est peut-être moins clair dans The Swimmer que dans Seul sous les indomptés, c'est que dans le film de David Miller, c'est évidemment l'opposition entre d'un côté un mode de vie, un espace libre, l'open range, le cheval, le cow-boy, face à l'autoroute, le quadrillage du paysage, les camions, les voitures. L'un étant évidemment la négation de l'autre. C'est parce qu'il y a des voitures qu'il n'y aura plus des gens comme Kirk Douglas dans le film. Et la confrontation des deux est très très belle et raconte presque en accéléré la confrontation de deux moments de l'histoire de l'Amérique, du progrès ou de transition extrêmement violente, avec ce très très beau plan où on voit Kirk Douglas, le cheval effrayé Kirk Douglas au milieu de l'autoroute, effrayé, pris dans le rétroviseur d'un immense camion. Voilà, tout le film est là. Dans The Swimmer, c'est pareil, mais on se dit, mais alors, Burt Lancaster, est-ce que c'est le cow-boy ou est-ce que c'est le cheval du film? Et je pense que c'est pareil. Ça veut dire à un moment donné, ce qui est assez beau, c'est qu'on sent que Burt Lancaster, il fait tâche à tous les niveaux lorsqu'il arrive sur l'autoroute, et aussi parce que c'est un corps, un personnage, un type d'individu venu d'un autre temps. Le seul moment où l'histoire objective, on pourrait dire, arrive dans The Swimmer, c'est au moment de l'autoroute, qui incarne quoi? Le contraire de tout ce qu'on a vu depuis le début, l'immobilité, etc. Le moment au contraire de la vitesse, le passage. C'est ça le flux de l'histoire, qui est extrêmement dangereux, symboliquement extrêmement dangereux. C'est très très dur de rentrer ou de couper le flux de l'histoire. C'est ce que raconte très précisément à ce moment-là cette scène, et que je trouve évidemment très belle, quoi. Juste une dernière. Vous parliez de l'hypothèse du cauchemar, où on pourrait penser que c'est le cauchemar d'un Américain moyen, et de la charnière au moment où il se blesse. Mais j'ai une hypothèse que sans doute vous allez juger idiote, mais à partir de la deuxième piscine, il plonge, et il est encore dans un monde amical où c'est les talons parfaits, il n'y a pas de problème, les gens sont un peu surpris de son idée qui est originale, mais il n'y a pas de souci. Et là, il y a une ellipse où il le fait ressurgir directement chez la mère de l'ami a priori mort. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la seule fois où il fait une ellipse entre deux piscines, on ne voit pas le passage par la terre. Et c'est aussi là que ça commence vraiment à un peu pourrir pour lui, puisque c'est la première fois qu'il est mal reçu, c'est là qu'il découvre un peu autre chose. Et je me demandais si d'une certaine manière on ne pouvait pas envisager une lecture d'un début presque au premier degré et d'un cauchemar qui vient avec cette projection dans une piscine et où il en ressort dans une autre. Moi je pense que tout est possible dans le sens où la question des ellipses, oui, elle est plus brutale là, bien sûr. En même temps, à chaque fois qu'il sortait d'une piscine, oui, il rentrait dans une piscine après avoir été insulté, grosso modo. Il rentre dans la piscine et puis il s'en va. Ou bien il est dans la piscine, on l'insulte et il part par le sous-bois. En même temps, rien ne dit qu'entre la fin, il y a 2-3 plans, comme 2-3 fins de séquence comme ça, où il s'en va seul dans la profondeur de champ. Et ensuite, on va le retrouver dans une autre piscine. C'est aussi une forme d'ellipse. Après, moi, je pense que le film n'est pas du tout mathématique. Et ça serait terrible qu'il le soit. Vous voyez, c'est pas Christopher Nolan, quoi. On n'est pas en train de se dire est-ce que c'est juste ou pas. Ça vole un tout petit peu plus haut que ça. Et ce que j'aime beaucoup, moi, à mon avis, dans la façon dont le film se déroule, c'est que on peut considérer que, et pourquoi pas, mais en fait, ça me gêne presque de le repérer, parce que ça autopsie le film et ça le rend pas grand, quoi. C'est-à-dire que de repérer la taille des différentes ellipses, voilà, parce qu'elles sont pas les mêmes. Alors, et si on repère la taille des différentes ellipses, ça accrédite ou ça renforce l'hypothèse, si vous voulez, qu'on se déplace dans le futur. Et pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois, plus l'ellipse est grande, plus on peut considérer que l'écart entre ce qu'il croit et ce qu'il va rencontrer, ou ce qu'il a été et ce que c'est devenu, est grand. C'est pour ça effectivement que l'ellipse dont vous parlez, lorsqu'il rencontre la femme qui lui parle un peu sèchement, qui est sans doute la première fois qu'il a affaire à une opposition un peu violente comme ça, c'est précisément après la plus longue ellipse. Ça veut dire quoi? C'est que si on considère que l'homme va vers sa mort et que c'est l'apprentissage de on ne sera plus jamais ce qu'on a été, grosso modo, qu'on vieillit, qu'on perd des amis. Parce que cette femme-là, elle dit quoi? Elle dit tu pensais qu'il est vivant? Non, il est mort. C'est dit très clairement dans le film. Autrement dit, la violence de cette confrontation, elle débouche sur une nouvelle, l'annonce de la mort. Si on considère que le film raconte ça, un homme qui refuse d'accepter que le cours de la vie, c'est d'aller évidemment vers la mort,
on comprend pour quelle raison cette ellipse-là est la plus grande, et pour quelle raison, après cette ellipse-là, on parle très très précisément, si vous voulez, que la question de la mort soit soulevée, quoi. Oui, mais en même temps, elle lui dit, il est sorti dès qu'il sort. Je sais pas, dès qu'il sort de la piscine, tout de suite, que plus le temps passe, plus l'espace de la piscine se rétracte. Qu'au début, il y a de la place, on pourrait dire, entre la piscine et puis l'agression ou l'incompréhension. Et peu à peu, à la fin, c'est à peine il est sorti, jusqu'au moment où, très très beau d'ailleurs, devant cette espèce de garden party, évidemment ridicule, avec des gens perdus, cette femme qui est prête à partir avec le premier venu parce qu'il lui dit qu'elle a de beaux cheveux. C'est quand même, il y a des trucs extrêmement, en une réplique, il y a des personnages qui existent comme ça, c'est tragique, quoi. Bon. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est ça. Oui, en fait, vous avez demandé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est matière à réflexion, hein, c'est juste comme ça. Vous avez demandé tout à l'heure un film qui... il faudrait qu'on vous donne le nom d'un film où on trouve un personnage comme ça qui soit habillé pareil. J'en ai trouvé un. Et c'était conforté par... C'est la première fois que je vois le film, hein, donc je ne l'avais pas vu avant. C'était conforté par de nombreuses petites scènes par-ci par-là. Alors je vais vous expliquer. Alors, le film, en fait, c'est Tarzan. Le fait que le personnage ait un rapport très fort avec la nature. Ça commence avec les animaux, il arrive de nulle part, il commence à grimper, on est au-dessus de lui. Ensuite, il passe son temps quand même à nager tout le temps. Dans Tarzan, il passe son temps aussi à plonger dans des fleuves, etc., à nager le crawl, tout ça. Le fait aussi qu'il soit athlétique, évidemment, et le rapport aux animaux. Et puis après, il y a peut-être d'autres trucs à voir, je ne sais pas. Ben, ça, oui, c'est intéressant. Ouais. Mais alors après, le problème, c'est que Tarzan, c'est... Je comprends tout ça. Et en même temps, disons plutôt que je pense qu'il y a dans l'imaginaire ou dans tout ce qu'on peut mettre comme dans la tête ou dans le passé de Lancaster, en tant que grand héros américain, il y a une part de Tarzan, voilà, plus précisément. Ça, je suis d'accord, oui. Maintenant, de là faire de Tarzan un proto-héros à la Ned Merrill, qui lui-même, alors qu'il plonge avec Jane toute nue, enfin dans le numéro 2, enfin bref, là ça devient plus chaud. Mais je pense qu'effectivement, le Burt Lancaster à l'avant, il sort de cette mythologie-là aussi. Mais alors, pour le coup, c'est pas forcément la mythologie du bon sauvage, c'est la mythe. Mais ça, c'est la mythologie. Enfin, c'est le côté Emerson, hein, profondément américaine, d'avant le progrès et la chute. Ce moment où il y a eu un Éden, le rapport à la nature, effectivement, le hibou, le lapin, le soleil. Il passe son temps à commenter le soleil. Il a un rapport au début, Burt Lancaster, quasi panthéiste au monde. Hein, il dit, bah, là, le soleil est beau, regarde ses fleurs, regarde ses arbres. Au début, il est émerveillé. C'est son côté gamin. Hein. L'enfant, c'est quelque chose qui est dans sa tête en permanence. Il est comme un enfant. Il est émerveillé par ce qu'il voit. On lui parle de qu'est-ce que tu penses d'eux, comment tu as vécu. Et lui, il répond, tu as un formidable maillot, elles sont très très belles. C'est assez touchant. Mais il parle comme un gamin qui s'émerveille de ce qu'il voit. Il ne comprend pas, il voit. Et donc, c'est de ça dont il parle au début. Et on voit bien que la question de la nature est très importante. Et d'ailleurs, la déchéance, elle commence aussi par des choses liées au climat. Le fameux soleil qui chauffe moins qu'avant. Hein. Le moment où il dit, bah, cet arbre, il a l'air décharné. Ce qui est une première altération de cet imaginaire un peu luxuriant de la nature, etc. Là, ça commence, la nature aussi, ça vieillit. Ça, c'est très très beau. Hein. Bref, le film est par petites touches extrêmement fin en permanence là-dessus. Et ça que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'arriver à faire un film avec un sujet qui prête autant à l'interprétation. Vous voyez, c'est un film qui normalement vous donne une sorte de fièvre herméneutique. Quand on voit The Swimmer, on a envie d'écrire 150 pages dessus. On a tous envie d'avoir son interprétation dessus. Bon, et plein sont possibles. Et en même temps, ce qui est très très beau, c'est que cette espèce de propension à l'interprétation jamais ne neutralise la dimension poétique et mystérieuse du film. Pour moi, c'est ça la grande réussite de The Swimmer. Généralement, des films hyper métaphoriques. Enfin, on pourrait, je sais pas, vous regardez la dernière Marianne Bad de Alain Resnais, par exemple, où vous avez envie de sortir vos dictionnaires, vos essais, d'écrire, ça vous rend peut-être super intelligent. Mais est-ce que c'est quelque chose qui qui tolère l'incompris, l'inachèvement, qui fait rentrer de la poésie? C'est autre chose. C'est quelque chose qui est beaucoup plus cérébral, qui fait rentrer des neurones. Voilà, vous êtes devant ce film-là de Resnais,
auquel on pourrait penser par moment, à cause du jeu sur le temps, sur l'espace. Là, c'est plutôt un cercle, enfin un truc qui tourne en rond, alors que chez René, c'est plutôt un labyrinthe. Mais on pourrait penser que ce sont deux films qui dialoguent, et pas du tout. Et c'est ça que je trouve très très beau dans The Swimmer, c'est que jamais, on pourrait dire, la puissance théorique du film n'écrase sa dimension poétique. Voilà, c'est ça qui est... Et c'est rare dans le cinéma, c'est rarissime. Je parlais de René, où il y a beaucoup d'autres films comme ça, dont on sent qu'il pense extrêmement fort. Mais au bout d'un moment, le fait de penser très très fort casse un tout petit peu, on pourrait dire, mais l'émotion au sens strict du terme, c'est-à-dire l'intuition, c'est-à-dire que ce qu'on comprend autrement que par des théorèmes, des raisonnements, etc. Et ça, je trouve que The Swimmer est pour ça une réussite, enfin, que je trouve assez rare. Je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête de films qui soient à la fois théoriquement si stimulants et en même temps poétiquement si forts. Voilà, c'est ça que c'est généralement dans l'histoire du cinéma. On choisit un peu son camp, quoi. Il y a des grands cinéastes cérébraux, on parlait de René, certains films de Wells, Kubrick par moments, etc. Souvenez-vous, Kubrick, combien de fois on a dit que Kubrick, c'est hyper intelligent, mais qu'est-ce que c'est froid. The Swimmer, c'est hyper intelligent et extrêmement chaud en même temps, quoi. Alors c'est mélancolique, c'est dépressif, c'est tout ce qu'on veut, mais cette espèce de mélange de grand humanisme, enfin d'humanité, malheureusement c'est un mot un peu galvaudé, mais bon, et en même temps de grande intelligence, c'est quelque chose qui est pas si fréquent que ça, quoi. S'il y en a un qui a ouvert notre cycle cette année, c'est Michael Mann. Ce sont des gens qui sont, voilà, arrivent à tenir toujours deux lignes en même temps, ce qui est rare dans le cinéma américain, quoi. Qui vous rend à la fois beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sensible en même temps. Voilà, c'est pas évident à trouver dans le cinéma, je trouve. Alors après Tarzan, ça va être non, c'est Cheetah. Là, il y a un côté Cheetah quand même. C'est la panthère plutôt. Non, mais juste à la fin, en fait, on se faisait la réflexion. Il n'y a pas de piscine chez lui, justement. Non, c'est le fameux cours de tennis. C'est ça, hein, donc l'espace mental, tout ça. Merci. Bon, et ben voilà, c'est le moment d'aller nager. Merci beaucoup en tout cas. Et donc, alors, le mois prochain, c'est Heroes for Sale. Voilà, un Heroes for Sale, film de William Wellman. Venez, vous allez voir. Alors, voilà un drôle de truc. Hein. Enfin, bon, vous me direz. Allez, bonne soirée.